vais d'abord vous poser des petites questions générales sur vous et puis la collection. Puis des questions plus sur la médiation culturelle, parce que c'est le but de mon master. Et la traduction un peu de façon générale. Très bien. Donc déjà, si vous pouviez vous présenter, puis je crois que vous vous occupiez de la Cosmopolite, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ça, donc, et expliquer ce que c'est, les tenants et les aboutissants de votre place. Ok. Alors, donc, je suis Léa Marty, je suis éditrice aux éditions Stock depuis maintenant 6 ans, et je suis éditrice notamment pour la collection de littérature étrangère, la Cosmopolite, mais je suis aussi éditrice dans la collection de littérature française qui s'appelle La Bleue, et je publie également de la non-fiction et aussi un peu de romans graphiques, toujours chez Stock. Donc je suis un peu un couteau suisse, voilà. Versatile. Comment ? Votre versatile. Vous occupez du coup de 4 collections, enfin vous éditez 4 collections ? Bah, en fait c'est pas le terme dans le sens où en tant qu'éditrice, en fait chez Stock, on est amené à travailler pas pour une collection, enfin en tout cas c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée. J'ai remplacé quelqu'un qui s'occupait que de la collection de la Cosmopolite, donc qui est dirigée par Raphaël Libart, donc qui s'occupe que de la collection. Et moi, quand j'ai rejoint Stock il y a 6 ans, on m'a demandé tout de suite d'être de bien sûr suivre tous les titres de la Cosmopolite et d'en rechercher, etc. pour la collection, mais aussi de publier d'autres choses et de venir suivre des auteurs de Stock en littérature française. Voilà. Parce que il est vrai que c'était une tradition depuis pas mal de temps dans le monde de l'édition française d'avoir des gens figés sur des collections, mais le monde de l'édition est en train de bouger, et notamment le cloisonnement des littératures est de moins en moins pertinente, en fait. C'est moins catégorisé, quoi. Exactement. Bien sûr, c'est important d'avoir des gens stables sur des collections. Par exemple, sur la Cosmopolite, il est vrai que si on était plusieurs comme moi à suivre la collection, ça serait très compliqué, parce qu'une collection comme ça, comme la Cosmopolite, donc il y a plus de 100 ans, c'est une collection qui demande beaucoup de travail de fond et de suivi du catalogue et de suivi des traducteurs, un suivi administratif assez important. Donc s'il y a plein de personnes dessus, il y aurait une perdition d'énergie, etc. Donc c'est bien d'avoir des gens qui suivent le début à la fin. Et puis c'est un savoir-faire que pas tout le monde a, en fait, finalement, de relire de la traduction. Donc, parce que pour revenir à la question des tâches, des missions, donc en tant qu'éditrice, moi je suis amenée à la fois apporter des projets, donc c'est-à-dire lire des manuscrits. Donc moi je lis l'anglais, l'italien et l'allemand, et donc je lis des manuscrits dans ces langues-là, et s'il y en a un que j'aime beaucoup, j'essaye de l'éditer chez Stock. Donc ça passe par des enchères ou des négociations de contrats, etc. avec les maisons agents étrangers. Alors, étrangères. Très souvent dans le monde de l'édition étrangère, c'est des agents littéraires. Je posais la question sur les droits d'auteur et comment ça marchait. En fait, il y a deux possibilités généralement. Il y a soit les auteurs, donc ça c'est souvent pour le monde anglo-saxon. Les auteurs ont leur agent qui, dans leur structure d'agence littéraire, ont des personnes qui peuvent s'occuper du rayonnement international du livre, parce que soit c'est des personnes qui ont vécu dans telle zone européenne, etc., ou c'est des personnes qui viennent de ce pays. Par exemple, il y a une très grande agence américaine qui a chez eux une Française qui est basée pas aux États-Unis mais à Berlin, parce qu'elle connaît très bien l'Allemagne et elle connaît très bien la France. Donc c'est elle
qui représente les auteurs américains et qui sait à qui les envoyer, dans quelle maison, etc. en France. C'est vraiment une grosse structure. C'est une grosse structure où c'est juste une personne bien distincte. Ça dépend. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles de. Ça dépend en fait chez qui l'auteur, l'auteur américain par exemple a signé. C'est-à-dire qu'il y a des grosses agences qui ont chez eux la capacité et les savoirs et les connaissances de représenter à l'étranger, de savoir à qui envoyer, parce qu'en fait c'est énorme. C'est-à-dire que même moi par exemple en tant qu'éditrice, déjà pour connaître tout le monde dans le monde de l'édition française, ça prend du temps. Oui. Donc imaginez faire la même chose sur d'autres territoires, parce que quand on adresse mal un manuscrit, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis agent et je crois savoir que tel éditeur en France publie du policier, du thriller. Ouais. Et bien si je me trompe, alors l'éditeur a beaucoup de temps à perdre et est très gentil, etc. Il va vous dire, moi je publie pas de policiers, mais vous pouvez en envoyer un tel. Mais très souvent ça se passe pas comme ça. Très souvent il n'y a pas de réponse. Et du coup, le manuscrit trouve pas sa place. En fait, c'est vraiment, tout le départ du geste pour être publié à l'étranger, c'est vraiment une question d'aiguillage de manuscrits. Et donc, il y a des personnes, donc qui sont les agents, qui ont ce savoir et ce carnet d'adresses, en fait. Ouais, ok. Donc ça, il y a cette première possibilité, ou sinon il y a une deuxième possibilité. Je prends toujours l'exemple d'un auteur américain. Vous avez signé chez une très très grosse maison, dans un très gros groupe, genre Penguin Random House. Okay, voilà. Et donc là, Penguin, ils ont, parce que c'est le plus gros groupe d'édition au monde, ils ont des personnes en interne qui ont ce savoir et donc qui n'ont pas besoin d'agents pour les représenter. Okay. Et c'est eux qui ont après les détentions de droits, ces grosses maisons. Ok. Tout à fait. De toute façon, quand on est auteur, il y a deux manières de faire. C'est soit on cède ses droits à une maison d'édition, ou soit on les cède à sa maison d'édition avec à l'intérieur son agent. Et donc du coup, il y a une renégociation de qui détient les droits étrangers. Est-ce que c'est l'agent, est-ce que c'est la maison d'édition, etc. Je pensais beaucoup à la littérature britannique, parce que j'imagine que la plupart de la littérature classique, Penguin, ils ont les droits, et donc je me demandais s'il y avait des difficultés là-dessus. Parce que je sais pas si les maisons d'édition françaises elles continuent à poster, à publier, de la littérature classique anglaise ou des. Ah si, oui, c'est un très gros, c'est un gros vivier c'est un gros marché en fait, ce qu'on appelle les modernes classiques. Donc c'est un peu je sais pas comment dire, mais les textes du XXe siècle aujourd'hui qui, par exemple George Orwell ou ces auteurs comme ça, qui maintenant sont considérés comme des classiques, et donc mais que les gens mettent du temps à découvrir en fait, parce que c'est des auteurs étrangers, donc ça met un peu plus de temps que nos auteurs français, et puis le lecteur français est très paresseux, donc et assez chauvin. Donc ça met du temps. Je me demandais si c'était vraiment culturel ou si c'était un manquement de traduction ou d'accompagnement. Non, pas du tout. C'est soit, en fait, aussi ça prend du temps. Le temps de la négociation des contrats est très long, en fait. Ça demande... Est-ce qu'on renégocie avec l'éditeur de grand format ou avec le poche? Enfin, c'est plein de décisions et c'est vraiment du cas par cas. Ouais. Par exemple, nous, on a republié des inédits de Baldwin qui n'étaient pas des inédits aux États-Unis, qui avaient déjà été parus. Oui, parce que j'ai jamais beaucoup entendu Fire Next Time être publié en France. J'ai pas vu beaucoup de ce genre de littérature dans les rayons. Ouais. Le Feu, je crois qu'il est réédité, il me semble. Ouais. En poche. Mais voilà, c'est la question. C'est-à-dire, nous, quand on nous a proposé les inédits de Baldwin, là, qui ne sont pas des inédits, comme je disais bien, aux États-Unis,
mais qui n'avaient jamais été publiés en France, bah, la fondation de Baldwin, ceux qui ont les droits de Baldwin, ils auraient très bien pu dire bon, bah, on les donne pas à un éditeur de grand format comme la Cosmopolite, comme Stock. On pourrait le faire qu'avec avec le livre de poche. Ouais. Et comme c'est des négociations où on leur a dit mais attendez, nous on fait un travail de revalorisation du fonds de la collection où chaque année on ressort, on réédite des livres de la Cosmopolite, ça reviendrait complètement dans notre mouvement, et surtout qu'on est les éditeurs de pas mal de livres de James Baldwin, mais en revanche on peut vous aider à ce que ce soit le livre de poche qui ait les droits pour d'autres livres de James Baldwin, etc. On les connaît très bien, on pourrait travailler ensemble, etc. En fait, c'est des montages qui sont pas automatiques et qui se font vraiment au cas par cas. Et aussi, le monde de la littérature étrangère, c'est vraiment un monde de diplomatie et d'entente. Oui. Parce que, comme je disais, c'est tellement immense, c'est tellement une galaxie de faire de la littérature étrangère que forcément les contacts, les affinités, les ententes jouent énormément. Ok. Vous savez pas un peu une sorte de brigadement de la culture, parce que si c'est vraiment juste une maison d'édition qui a presque tous les droits sur un auteur, ça fait beaucoup de force. En fait, il faut pas le voir comme ça, parce que derrière juste une question de publication, il y a aussi une question de suivi. Ouais, d'accord. Et on le voit avec les auteurs qui ont eu plein de maisons différentes, c'est extrêmement compliqué d'avoir un suivi et d'avoir un respect de l'œuvre de l'auteur. Okay. Par exemple, je sais que les éditions Gallimard, le groupe Madrigal, ils font un travail magnifique sur leur fonds, notamment là ça fait quelque temps qu'ils remettent, ils rééditent, ils remettent au goût du jour Marguerite Yourcenar. Oui. Et ils n'auraient pas pu faire ce travail-là s'ils n'avaient pas la majorité des textes de Yourcenar. Notamment, je pense en folio, donc la collection de livres de poche. On peut pas sortir un Yourcenar, en fait. Dans la logique du marché du poche, il faut en sortir 3 d'un coup, ou 2 d'un coup, pour que ce soit remarqué par ceux qui adorent Marguerite Yourcenar, ou justement ceux qui n'y connaissent rien et qui se disent tiens, je vais en prendre 2, faire des opérations marketing, etc. En fait, c'est d'avoir une majorité des textes chez son propre éditeur en tant qu'auteur. Oui, ça se disperse pas, quoi. Ça se disperse pas, et il y a une garantie de suivi et de connaissance, et nous on le voit très bien c'est toujours très excitant de signer un nouvel auteur dans sa maison qui a déjà publié, mais par exemple ça demande un très très gros travail de suivi, et généralement l'éditeur d'avant qui malheureusement a quitté ou s'est fait quitter par son auteur, est-ce qu'il va avoir envie de donner les informations au nouvel éditeur? Pas sûr. Enfin, c'est tout un donc il y a des perditions d'informations toujours. Voilà. Ça joue pas trop la temporalité, parce que vu que le marché du livre ça s'évolue tout le temps, s'il y a toujours de plus en plus d'auteurs et un milieu littéraire, est-ce que ça reste pas de plus en plus compliqué d'auteurs? Ça c'est tout l'art de la programmation d'une maison d'édition. Ouais. C'est vraiment vous pointez là, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire de bien sûr garder sa politique d'auteur déjà installé dans sa maison, briller la maison, etc. et qui ont un aura, tout en gardant de la place pour les nouvelles plumes. Moi, que je vois chez Stock, on décide un peu chez Stock, et notamment dans littérature étrangère, c'est que on ne fonctionne que par coup de cœur. Et fonctionner que par coup de cœur, c'est déjà se dire que notre liste, notre programmation à l'année est serrée et resserrée. C'est comme ça, on n'est plus autant, en tout cas chez Stock, on n'est plus autant on publie et on verra comment ça se passe, et voilà.
on peut plus faire ça. On peut plus, les gens lisent moins, les gens ont moins d'attention pour cet objet livre, donc c'est plus pareil. Par exemple, donc nos programmes ils fonctionnent par mois, par 2 mois. Donc là, si je prends l'exemple de août-septembre, en août, nous à la Cosmo, on a un livre, un roman pour la rentrée littéraire. Et comme ça, ça nous permet de concentrer toutes nos forces sur ce livre-là. Parce que ça nous est déjà arrivé avant, quand on avait 2 livres, que y en a un, c'est le jeu, qui éclipse l'autre. Les journalistes qui font de la littérature étrangère, il y en a plus des masses. Donc, lequel on présente à cette personne, machin. En fait, ça crée de la compétition là où il n'y a pas lieu d'être. En fait. Et donc, on a décidé de faire ça. Et bien sûr, je pense que chaque année, nous, avec Raphaël, on est toujours d'accueillir au moins 2 nouvelles voix dans la collection. Vous réussissez à vous projeter, vous aviez nous, notre travail, quand je compare avec celle de la littérature française, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, les livres que nous, on achète en ce moment, on les achète pour 2027, voire 2028. Ouais. Parce que il y a le temps de la traduction. Et pareil, comme je disais, on a une petite d'entre 8 à 10 par an dans la collection. Donc forcément, les livres se déplacent. Après, parfois, les auteurs, ils sont un peu surpris. Mais finalement, ça laisse le temps aussi que le texte sorte bien dans son pays. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'auteur américain, que après ça sorte au UK, que du coup si ça marche bien, on a encore plus de presse à utiliser, beaucoup plus de quotes à mettre en avant. S'il a déjà plein d'autres traductions, ça fait toujours son effet quand on en parle au libraire de dire c'est un texte qui a déjà été traduit dans une vingtaine de langues, ou n'importe quoi, dans 10 langues. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et aussi les très bons traducteurs de littérature, il y en a pas beaucoup. Et ils sont très pris. C'est des gens très pris. Voilà. La traduction littérature audiovisuelle, est-ce que vous avez votre propre branche de traduction? Vous faites quoi? Alors, nous, on a des traducteurs avec qui on aime beaucoup travailler, avec qui on a l'habitude de travailler, parce que, notamment, quand on a des auteurs qu'on suit comme ça depuis si longtemps, on essaye de faire que le traducteur soit toujours le même. Par exemple, Sigrid Nunez, une autrice américaine, depuis qu'on l'a publiée, donc la première fois c'était en 2019, là ça va être son 3e texte, son 3e roman chez nous, c'est toujours la même traductrice, toujours Mathilde Bach. Donc c'est vrai que on connaît Mathilde Bach, donc on se dit, on connaît un peu ses goûts, on sait comment elle travaille, où sont ses forces, où sont peut-être ses écueils, et donc on va penser à elle pour un autre auteur. Ça fonctionne un peu comme ça. Oui, c'est ça. Après, aujourd'hui, il est vrai, moi je suis un peu dans un moment où j'ai envie d'ouvrir à d'autres traducteurs. Parce que j'aime bien aussi qu'il y ait à la fois ces couples qui fonctionnent et voilà, et puis apporter du sang neuf. Et donc ça, c'est un peu en fonction des lectures que moi j'ai faites personnellement. Là, par exemple, cette année, j'ai lu le très beau texte de Nathan Hill chez Gallimard qui s'appelait Bien-être. Et donc c'est traduit par Nathalie Bru. Et là, on a signé un premier roman. Là, on vient de signer, et je me suis dit pourquoi pas contacter Nathalie Bru, puisque j'ai jamais travaillé avec elle. Est-ce que le texte va lui plaire? Elle a adoré le texte, je lui ai envoyé, et elle a fait un essai. Elle a fait un extrait de traduction qui m'a paru très bien, et donc là après on a signé un contrat. Donc c'est vraiment aussi, en fait il faut pas oublier que le monde de l'édition c'est vraiment l'artisanat, et parfois ça paraît immense et avec des process très rodés, etc. Mais comme c'est aussi quand même de la culture et de la passion, ça fonctionne
par intimité, par par lien aussi. Il y a des choses qui s'expliquent pas sur pourquoi on a envie de confier ce texte à un traducteur. Il y a quelque chose de l'ordre de la sensation de ça. Je sens que c'est pour cette traductrice. Et c'est toujours, enfin moi je trouve qu'en tant qu'éditrice, il y a rien de plus agréable quand le mariage entre une traductrice ou un traducteur et l'auteur est réussi. Enfin, on voit la connexion de deux cerveaux, de deux mondes qui se rencontrent et c'est magnifique, quoi. Ça change beaucoup. La traduction était binaire. Et est-ce que Stock, toujours la dualité entre l'interprétation et l'adaptation, est-ce que porter une grosse importance sur l'interprétation du traducteur, son personnage? J'ai du mal à comprendre cette question. Est-ce qu'en fait on vérifie, on relie entre la version originale et la traduction, la première version de la traduction par le traducteur? La réponse est oui, bien sûr. Oui. C'est une tâche très importante et vraiment à ne pas du tout négliger, de vérifier que l'esprit du livre et ce qu'a voulu dire l'auteur est là, est rendu. Maintenant, on a moins cette tendance-là, je trouve, mais à la surinterprétation et à la surtraduction. Mais c'était assez vrai il y a quelques années où les traducteurs étaient souvent s'emporter un peu dans leur traduction, mais parce qu'aussi ils avaient moins d'outils qu'avant, enfin qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vérifier un contexte, vérifier une private joke, quelque chose, c'est tellement plus facile. Donc, on faisait aussi un peu avec les moyens du bord. Mais là, aujourd'hui, oui, nous, on fait très très attention à la relecture de nos traductions. C'est vraiment, on fait du ligne à ligne avec la VO d'un côté, la trad de l'autre. C'est très très important. Ok. Et pour revenir sur différents éditrice, éditrice. Ouais. Et que vous avez plus de responsabilités qui sont dures à gérer. Je pense qu'il y a un poste qui a évolué dans le bon sens. Parce que ce que je disais tout à l'heure, effectivement, de pas cloisonner, ça permet de mieux réfléchir et d'être ouvert davantage sur le monde. Après, cette ouverture-là amène effectivement son lot de responsabilités et de charges de travail. Ça, c'est clair. Mais c'est pas moi je trouve ça plus intéressant de naviguer comme ça, et même si parfois on a un peu l'impression d'être sous l'eau en termes de manuscrits d'auteur à suivre, etc. Mais je crois que c'est aussi ce qui me permet d'être plus efficace en tant qu'éditrice et de toujours affiner mon regard, en fait. Sinon, ce sera un peu une petite dick qui ronronne comme ça, où les pas de questions et avec on se remet pas en question. Voilà, quoi. Voilà. J'imagine que c'est importante chez Stock. Non, franchement, le numérique, ça n'a rien fait. On pensait que ça allait être un énorme boom, mais franchement, après, je sais pas dans les autres branches de l'édition. Peut-être que ça a aidé la romance ou le développement personnel, ce genre de rayon. Mais en littérature, il y a quand même une volonté de garder l'objet livre. C'est deux marchés parallèles. Oui, ou alors après, il y a ça, il y a aussi le côté forcément quand un livre est un best-seller en livre papier, forcément les chiffres sont meilleurs aussi en numérique. Mais normalement, c'est quand même deux marchés un peu distincts mais tout se vérifie pas. En fait, c'est pas facilement, il n'y a pas de règles encore immuables tout le temps, en fait, sur ce marché, je trouve. Non, et au début, on pensait que ça allait être les jeunes qui allaient lire sur tablette, et franchement, c'est vraiment pas le cas du tout. Et puis parce qu'aussi, je pense que l'offre des tablettes, des liseuses, n'est pas très claire aussi. Moi, c'est bête, mais j'avais acheté une Kobo, la liseuse de la Fnac. J'avais pas compris que je pourrais pas lire dessus des PDF, alors que
pour moi, dans mon travail, c'est le truc que je voulais. C'était lire des PDF, lire tous les manuscrits au lieu de les imprimer toute la journée. Donc, j'avoue que moi, je lis beaucoup des ça voilà. je pouvais pas te lire, les prendre corbeaux et ne peuvent pas lire, ne peuvent pas lire de PDF. C'est que les Kindle. Voilà. Ou un iPad, quoi. Mais ça, là, c'est un autre budget et c'est un autre objet, quoi. Voilà. C'est pas un marché très important. Ben, j'ai juste quelques questions. Un secteur qui vous attire, vous aviez étrangère que française ou... Moi, j'ai toujours eu envie de faire de la littérature étrangère parce que je suis une grande lectrice de littérature étrangère à la base. Et c'était difficile pour moi, d'ailleurs, en quittant, on va dire, même le lycée ou même j'ai fait une classe préparatoire, ensuite après d'arriver en lettres modernes à la Sorbonne et d'être complètement centrée sur la littérature française. C'était très perturbant et donc j'étais très contente quand on m'a proposé ce poste parce que ça m'a permis de me remettre dans la littérature allemande et même aussi de découvrir plein d'autres littératures et que je connaissais peut-être moins bien. Et en fait, c'est ça que j'aime aussi en littérature étrangère, c'est que il y a tellement de monde à découvrir. Voilà, c'est pas vraiment... Oui, ça s'arrête jamais en fait. On a l'impression qu'on a fait le tour de la littérature scandinave et puis d'un coup il y a un nouveau courant, il y a des auteurs qui font bouger des choses, qui sont sur d'autres questions. Par exemple en Allemagne, pendant très longtemps, il y avait cet adage qui disait de toute façon les seuls livres allemands qui fonctionnent, c'est les livres sur la Shoah ou la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement faux. La littérature allemande, elle pose énormément de questions sur l'immigration parce qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs allemands qui s'est emparée de ces questions-là. Et ça, c'est une littérature qu'on a découvert petit à petit. Et donc ça, voilà, c'est très très mouvant en fait la littérature étrangère et ça c'est extrêmement précieux. Un peu similaire aux qui sont pas juste une catégorie. Complètement. Après, c'est aussi un défi, c'est-à-dire que il y a à la fois un émerveillement total de se dire qu'on va amener le lecteur français à découvrir d'autres manières de penser, d'autres décors, d'autres paysages, d'autres manières d'écrire. Mais il y a la réalité que aujourd'hui, le chiffre de la littérature étrangère, le marché de la littérature étrangère est très mauvais. Et les ventes sont beaucoup moins bonnes qu'il y a 10 ans. Donc c'est à la fois une sorte de bonne parole et qu'on a envie de continuer à prêcher et à défendre. C'est très dur de voir à la fois, de voir en face que est-ce que le lecteur français a vraiment envie de voyager et envie, ou est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il a l'espace mental pour se le permettre, c'est une autre question. Puis moi c'est de l'argent. J'ai beaucoup ressenti, j'essaie de parler de ma pure la barrière de la langue de personnes qui restent. Ouais, je vois très bien. Oui, et puis il y a ce chauvinisme aussi en France très déroutant. Enfin, moi, je m'en rappelle en classe prépa quand mon prof de littérature française pas se moquait, mais quand on citait Virginia Woolf, il disait mais enfin, on n'a pas besoin de citer Virginia Woolf et on peut trouver de très bonnes autrices en France. Mais c'est pas la question. Enfin, c'est pas grave si ça sert la dissertation que je suis en train de faire. Il y a quelque chose il y a un blocage un peu intellectuel, comme si la littérature étrangère c'était en numéro 2 et la littérature française c'était en numéro 1. Et c'est pas du tout le cas dans d'autres pays, quoi. Littérature moderne. C'est vrai, tout à fait. Top, plaisir. Je vous en prie, bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.